Mime Review, synchro du son. Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama, cette fois-ci pour un nouveau Texama Show, c'est le Texama Show 81. Et alors on a pas mal de petites news cette semaine-ci, même si évidemment on est juste avant Noël, d'ailleurs joyeux Noël ou joyeuse fête de fin d'année, peu importe ce que vous fêtez, à vous. Parce que bah, évidemment il y a peu de news juste avant Noël, hein. C'est genre, hey, on va sortir un produit, je sais que vous venez d'acheter plein de cadeaux de Noël, mais on va sortir un produit. Bien, il y a quelques marques qui ont annoncé quelques trucs en avance du CES. Je vous rappelle le CES qui sera début du mois prochain, donc là il y aura plein d'informations, genre même trop, donc ça va être génial. Et du coup, bah, on va commencer tout de suite. Première grosse news, c'est au niveau de l'iPad Pro, le dernier iPad Pro donc d'Apple qui est sorti cette année-ci, qui globalement il y a des bonnes reviews. Au final, ce qui a dérangé le plus les gens, c'était plus l'OS, donc iOS, qui manque de fonctionnalités professionnelles et qui retient vraiment cette tablette. Mais maintenant, on a une deuxième polémique qui est arrivée, c'est au niveau de Bendgate. Alors Bendgate, c'était un truc qui est arrivé en 2016, je sais même plus. C'était en gros à la sortie des iPhone 6 Plus, il me semble. Le problème, c'est que certains iPhone 6 Plus se pliaient un petit peu, notamment quand ils sortaient de la poche ou autre chose, ou quand quelqu'un qui avait des jeans trop serrés ou autre chose. Comme c'était le premier déjà iPhone de grande taille, hein, parce que c'était la première fois que Apple faisait un grand iPhone, il manquait un peu de rigidité, ce qui faisait que certains avaient un petit peu plié. Du coup, ça avait fait une énorme polémique. Il y avait des gens qui s'amusaient à le tester, à le plier. Il était facilement pliable. Pour information, normalement, même les téléphones qui sortent maintenant, il faut vraiment beaucoup de force pour arriver à les plier. Vous avez par exemple Jerry Rig Everything qui fait beaucoup de tests là-dessus. Donc c'est pour ça que ça avait fait énormément polémique, parce que un téléphone, normalement, s'il est bien conçu, n'est pas censé plier. Vraiment pas censé plier. Même certains téléphones en plastique, limite, ne plient pas, c'est pour dire. Du coup, là, on en revient à 2018, où nous avons Bendgate 2.0, où en gros... Alors, les iPad Pro sont très fins, donc forcément, si vous les prenez, vous pouvez les plier. C'est pas ça le problème. Ça, je veux dire, c'est garanti, ça va arriver. Vous pouvez le faire même avec l'iPad de l'année dernière. Vous pouvez le faire avec n'importe quelle tablette. Vu que c'est grand, vous pouvez le plier plus facilement. Le problème, c'est que l'iPad Pro se plie tellement facilement que... Ouais, ma souris, elle est là. Il se plie tellement facilement qu'il y a des gens qui le reçoivent. Genre, ils viennent de l'acheter, ils le reçoivent déjà légèrement plié en sortie de la boîte. Alors, comme vous pouvez voir ici, là, c'est assez marquant. Alors, c'est principalement dû au fait qu'il y a un point de fragilité au milieu du châssis. Jerry Rig Everything a justement démontré ça. C'est que d'un côté, le problème, c'est que vous avez les ports de connexion aux accessoires. Donc un petit peu comme sur l'iPad ici, vous voyez qu'il y a des petits trucs de connexion ici. Et de l'autre côté, alors sur cet iPad, vous ne l'avez pas, il n'y a rien de l'autre côté, donc ça lui donne quand même un peu de solidité. Mais sur le nouvel iPad, de l'autre côté, vous avez le truc de chargement du stylet. Ce qui veut dire que quand vous connectez le... Enfin, ça veut dire que pour que le stylet puisse se connecter et recharger, ils ont enlevé le métal à cet endroit, parce que sinon le rechargement sans fil ne fonctionnerait pas. Du coup... Ben, vous avez un grand problème, parce qu'il y a deux points de fragilité, l'un en face de l'autre, ce qui veut dire qu'il est encore plus facilement pliable que ce qui ne devrait l'être. Et le truc, c'est que ça arrivait forcément à des gens qui viennent juste de l'acheter. C'est encore pire, du coup, sur la version LTE, donc c'est la version avec 4G, parce que là, il y a des bandes, il y a des antennes qui sont sur l'extérieur de l'iPad, du coup, c'est-à-dire qu'il y a encore plus de fragilité. Et alors... Quelle est la réponse d'Apple par rapport à tout ça? Alors, ils ont répondu via The Verge. The Verge, qui est c'est un site qui reste discutable sur leurs news, notamment leur guide de construction de PC gaming. Ne jamais les regarder. De toute façon, ils l'ont mis hors ligne. Il faut savoir que The Verge travaille beaucoup avec Apple. Donc, ils font un peu la communication pour Apple. Ça veut dire aussi qu'Apple n'a pas voulu communiquer par eux-mêmes. Ils ont communiqué via une publication avec qui ils travaillent beaucoup. Ce qui est déjà un petit peu genre bizarre. Et ils ont communiqué qu'apparemment, c'était normal, tout va bien, c'est une fonctionnalité. Vous voyez, c'est juste dû à la procédure de fabrication de votre iPad. Genre, des fois, il est un peu plié, mais c'est pas grave, il fonctionne parfaitement, il n'y a aucun problème. Je pense que je suis pas le seul à le dire. Je pense que même un fan inconditionnel d'Apple peut quand même se dire un minimum. C'est pas normal, c'est juste pas normal. Qui plie parce que je l'ai plié, ou qui plie parce que je l'ai laissé sur le fauteuil et que je me suis assis dessus, c'est ma faute.
mais qu'il est plié à la sortie de la boîte. What the fuck? Et en plus, on parle pas comme v'là quelque temps de l'iPhone 6 Plus qui coûtait 800 €. Là, on parle d'une tablette qui peut coûter jusqu'à 1500 € et qui est déjà pliée à la sortie de la boîte. Donc ouais, beaucoup de gens sont mécontents, évidemment, et c'est totalement justifié. Apple, à mon avis, ne fera rien, c'est à peu près sûr. Ce que je vous dirais, c'est juste, ouais, si vous êtes très intéressé par l'iPad, pas juste parce qu'il est très puissant, parce que, comme je vous l'ai dit, iOS ne suit pas derrière, mais si vous êtes intéressé par l'iPad, peut-être éviter la version avec 4G, et peut-être, je sais pas moi, vérifier qu'il est pas plié à la sortie de la boîte, et s'il est plié à la sortie de la boîte, renvoyez-le. Pour information, si vous l'avez acheté avec un vendeur externe, à peu près sûr ils vont vous le remplacer, mais chez Apple, pas sûr qu'ils le remplacent non plus, malgré ce défaut. Pour information, par exemple, Microsoft remplace... Ils ont déjà eu aussi des problèmes de surface un petit peu pliée, de Microsoft Surface un petit peu pliée, donc ils les ont remplacés directement, et pour eux, c'était pas normal, évidemment. Mais là, pas sûr à 100% qu'Apple les remplace, donc si vous achetez via plutôt un truc externe, ben, vérifiez qu'il soit juste pas plié à la réception. Après, ça ne change pas que ça reste quand même une très bonne tablette, même si c'est dommage d'avoir un problème comme ça, assez stupide, franchement, genre vraiment stupide. Mais c'est dû, encore une fois, à ce stylet, hein. Je pense qu'ils auraient dû peut-être... Là, je vois rien que l'ancien iPad n'a rien au-dessus. Je pense qu'ils auraient peut-être dû le mettre au-dessus, en fait. Ouais, je sais pas. En tout cas, ça introduit une faille de rigidité dans l'iPad, et je ne vois pas comment ils pourraient le fixer. Peut-être que les prochains iPads auront... Peut-être qu'ils vont changer un petit peu le design actuel, même des iPads qui vendent en ce moment, pour avoir un petit peu plus de rigidité à cet endroit, mais pas sûr et certain. Ensuite, on a une petite news au niveau de Elon Musk et The Boring Company. Alors pourquoi j'en parle? Parce que ça fait un petit peu le buzz, tout ça. Il y a des trucs intéressants, il y a des trucs moins intéressants, il y a des trucs très buzz, vraiment. En gros, Elon Musk a lancé une autre compagnie, en plus de toutes ces autres compagnies, où, en gros, il fait des tunnels. Voilà, il fait des tunnels, parce qu'il n'aime pas la circulation à Los Angeles, qui est désastreuse, parce que Los Angeles est l'une des plus grosses villes américaines, et c'est l'une avec le plus de circulation même au monde, c'est pour dire. Bon, il y a des villes au monde qui en ont encore plus, mais c'est l'une des villes au monde qui en a le plus, et c'est abusé. C'est abusé à un point inimaginable. Genre, vous pouvez vraiment, chaque matin, passer énormément de temps dans les embouteillages juste pour aller au travail. Du coup, Elon Musk, il est en mode j'aime pas ça, je vais faire des tunnels sous le sol. Donc il a fait une compagnie qui s'appelle The Boring Company. C'est un jeu de mots avec boring qui est genre ennuyant, mais boring aussi se dire genre creuser sous le sol, hein, donc creuser. Et du coup, ben, là, ils ont fait leur premier événement où ils ont proposé aux gens de venir tester. Alors, il y a des trucs intéressants. Je ne suis pas là pour critiquer ou autre chose, mais il y a des trucs intéressants, mais il y a des trucs qui m'embêtent personnellement un petit peu. Premier truc intéressant, quoi qu'il arrive, c'est que vous pouvez passer avec une voiture dedans. Génial. Deuxième truc intéressant, c'est qu'ils ont réussi à creuser un tunnel pour pas trop cher. Deuxième truc très intéressant. Troisième truc intéressant, c'est que ça pourrait permettre vraiment de régler des problèmes de circulation. Maintenant, parlons un petit peu des problèmes. Premier problème, c'est que la voiture, donc la Model X qui est passée ici, vous voyez qu'elle est montée, elle a des trucs, des sortes de rails de sécurité un petit peu sur le côté. C'est pas vraiment ça, mais c'est plus ils appellent ça des sleds. C'est plus genre, c'est un truc qui se met sur la roue et qui empêche la voiture de bourrer dans le mur, en fait. Donc ça la garde entre ces deux rails, vous voyez, de béton certainement, et ça la garde bien droite. Premier problème, il faudra mettre ça sur votre voiture si vous voulez prendre le tunnel. Après, peut-être qu'ils vont améliorer le système à force, mais pour le moment, c'est un peu bof. Deuxième problème, c'est que le tunnel est un peu petit, en fait. Genre, il est vraiment petit. Vous pourriez même pas passer forcément avec un... Encore qu'un bus pourrait peut-être passer, limite, mais pas vraiment. Et ça en arrive à une situation où je suis en mode, est-ce que ça vaudrait juste pas mieux d'étendre le réseau de métro actuel? Alors, je sais que les Américains sont très fans de leur voiture et qu'ils adorent voyager avec leur voiture, mais
est-ce que ça vaudrait pas plus la peine d'avoir un très bon réseau de métro derrière? Parce que bah, le métro, ça permet de transporter énormément plus de gens. Il y avait aussi un autre problème qui va avec la taille du tunnel, c'est que ils auraient à terme deux tunnels, l'un à côté de l'autre, pour évidemment chaque sens de circulation. Mais moi, ce que je vois, c'est que l'une des raisons pour laquelle les tunnels actuels sont chers, c'est parce que plus vous augmentez le diamètre, plus ça coûte cher. C'est exponentiel en fait. C'est vraiment ça. Euh, Passer d'un diamètre de 2 mètres à un diamètre de 4 mètres, c'est pas juste deux fois plus cher, c'est beaucoup plus cher. Parce que plus vous agrandissez, plus il y a de challenges techniques derrière. Il faut une plus grosse machine pour miner, il faut plus, faut que le tunnel tienne. Il y a énormément de problèmes comme ça qui continuent d'augmenter. Donc c'est pour ça que là, vous avez beaucoup de tunnels pour, par exemple, les gros tunnels qu'on fait, par exemple, sous la Manche ou autre chose, ils coûtent extrêmement cher pour cette raison. Ils coûtent aussi cher parce qu'il y a des normes de sécurité plutôt strictes. Notamment, vous devez avoir un tunnel de sécurité pour chaque voie de circulation. Donc, par exemple, si vous avez un tunnel donc pas à voie de circulation, mais à sens de circulation. Donc, si vous avez un tunnel, enfin, si vous avez deux tunnels, un tunnel qui va dans un sens, l'autre tunnel qui va dans l'autre sens, il vous faut deux trucs de sécurité de chaque côté. Euh, et ça, il faut les creuser. Ces tunnels de sécurité, limite, ils font la taille même d'un tunnel comme ça, c'est pour dire. Euh, et vous rajoutez ça, plus ça, plus ça, plus le fait qu'il faut avoir des sorties de secours, tous les X kilomètres, des bornes de sécurité avec des téléphones et tout ça. C'est pour ça que ça coûte cher de faire un tunnel. Euh, du coup, l'une des raisons pour évidemment laquelle ils ont ce tunnel moins cher, c'est qu'ils n'ont pas toute cette sécurité. Alors, il y a l'argumentation faite que, ben, comme il y aura des sorties souvent, parce que le principe d'un tunnel pareil, c'est contrairement au métro où vous avez une station tous les X, je ne sais combien de mètres, là vous auriez un peu plus de sorties, parce que ça permet de ressortir un peu partout dans la ville, vous voyez. C'est une sorte de tunnel intelligent en quelque sorte, pas vraiment, mais enfin, ça vous permet de ressortir un peu partout dans la ville. Donc, comme il y a des sorties souvent, il y aurait moins de raisons d'avoir besoin d'un truc de sécurité, justement. Pas totalement convaincu parce que, imaginez, cette Tesla Model X, il y a un problème. Juste la batterie, il y a un problème. Ça peut arriver. Elle commence à prendre feu. Alors, il y a de la ventilation, donc ça va. Il y avait même un énorme. On le voit pas forcément, non, il est de l'autre côté, mais il y a un énorme. Là, on le voit en partie, là, on le voit un petit peu. Il y a un tunnel là. Il y a de la ventilation qui passe dans le tunnel quand même, donc ça devrait normalement pousser la fumée dans un seul côté, mais si vous avez déjà été dans des tunnels vraiment perfectionnés, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est pas juste genre une histoire de ventilation. Même des fois, vous coupez la ventilation pour essayer d'étouffer le feu, par exemple. Même si vous pouvez aussi étouffer les gens, il faut faire attention. Mais genre, il y a un problème de sécurité ici parce que si la voiture prend feu, déjà, elle est dans le passage. Donc, qu'est-ce que vous faites si vous êtes juste derrière? Bah, vous devez reculer jusqu'à la prochaine intersection. Mais le truc, c'est que contrairement à un métro, où c'est géré automatiquement, là, c'est les gens qui sont laissés par eux-mêmes. Alors vous allez me dire, bah, ça ressemble un peu à un tunnel routier classique. Oui, mais sur un tunnel routier classique, bien souvent, vous avez deux voies de circulation au minimum. Donc vous pouvez passer à côté d'un obstacle ou faire demi-tour. Là, il n'y a pas de demi-tour possible. Donc je suis très partagé là-dessus. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais moi, personnellement, je trouve que c'est une solution américaine pour un problème américain. C'est vraiment ça. Parce que les Américains adorent leur voiture. Ils essaient de trouver une solution où il y a leur voiture dans l'équation. C'est vraiment ça. Et je trouve que c'est un peu gimmick et que ce sera juste plutôt un tunnel de luxe réservé à des gens qui doivent payer certain coût ou autre chose. J'ai l'impression. Ils veulent évidemment le faire que plein de gens puissent aller dessus, mais pour moi, il y a trop de problèmes qui pourraient arriver. Le plus gros problème qui arrivera certainement, c'est à un moment, il y aura un problème de sécurité là-dedans. Et ça, là, ce sera plutôt mauvais. Peut-être qu'ils vont creuser des tunnels de sécurité à côté. Mais encore une fois, si vous creusez un tunnel de sécurité à côté, ça coûte plus cher. Donc, vous allez gratter l'avantage que ce tunnel avait. Il me semble qu'il vise à le faire 10 fois moins cher qu'un tunnel classique, pour information. Mais je suis juste pas convaincu. Alors, Elon Musk est quelqu'un qui se débrouille très bien, mais il y a un truc. Il y a un moment, en fait, ok, les compagnies qui font des tunnels actuellement se font plein d'argent parce que ils se font de la marge, tout simplement. Il y a certainement moyen de réduire les coûts, à coup sûr, mais il y a une justification pour ces coûts. Juste, il
y a juste forcément une justification. C'est le diamètre qui est creusé, bien souvent, les tunnels de sécurité, les normes de sécurité, tout ce qui est sécurisé derrière, qui font bien souvent que le coût est assez élevé. Donc, voilà, je pense que cet argent serait mieux utilisé à faire. Ou alors, peut-être qu'il pourrait designer un nouveau système de métro, justement, intelligent, qui utilise des tunnels plus petits, parce qu'on n'a peut-être pas besoin des métros actuels avec des tunnels hyper grands ou autre chose. Donc, il pourrait designer un truc comme ça, ce serait intéressant aussi, mais bon. En attendant, il pourrait même le faire avec des pseudo-Tesla aussi, hein, parce qu'ils ont des moteurs électriques, donc ils pourraient faire leur propre métro, hein, en fait, Tesla et Boring Company mélangés ensemble, il n'y aurait aucun problème. Peut-être même une version où une voiture peut se rattacher au métro encore en plus, ou autre chose, je ne sais pas. Mais pour moi, c'est pas la solution, et je ne suis pas convaincu par ça, et on verra bien ce que ça donnera. Prochaine news. Oui, c'est officiel. La Nvidia RTX Titan est enfin disponible pour la modique somme de 2999 €. Il me semble que c'est 2499 $ aux États-Unis, donc ma foi, voilà. Et c'est basiquement une RTX 2080 Ti légèrement un peu plus véloce, genre il y a moins de trucs désactivés dedans. Je vous l'avais déjà dit, mais il y a une puce de mémoire, par exemple, qui n'est pas fonctionnelle sur la RTX 2080 Ti. C'était dû au fait qu'il y a une petite partie de la puce graphique qui est dessus, qui est désactivée. Mais genre une toute petite partie, hein, genre c'est minuscule. Les specs de la Titan ici sont à peine, je dis bien à peine plus élevés. Là on voit c'est 4600 coups d'accord de 2600. 96 ROPS, vous avez, alors là voilà, les RT Core par exemple, vous en avez 72, il me semble que dans la 2080 Ti c'est genre une soixantaine de RT Core. Donc vous voyez c'est à peine un peu plus. Donc c'est vraiment juste, c'est une 2080 Ti plus, vous voyez, juste un petit peu plus. Et ça se retranscrit dans les performances. On peut voir par exemple ici les chiffres Firestrike et tout ça, que ça vient de Jace 2 Sense. Et vous voyez que par rapport à une 2080 Ti, on est légèrement au-dessus. Alors il y a des jeux qui profitent mieux, évidemment. Par exemple, vous avez Shadow of the Tomb Raider. Vous voyez, là c'est confortable comme avance, même si ça se réduit largement quand vous passez en 4K. Mais la plupart des autres jeux, c'est genre un petit peu plus. Et le truc, c'est que une 2080 Ti coûte déjà 1300 €. Et ça coûte 2500 €. Donc, ouais, ça ne vaut juste pas la peine. Pour jouer, en tout cas. Mais ça, on s'en doutait que c'était pas fait pour jouer. Même si, encore une fois, Nvidia, genre, je suis désolé, mais vous allez me dire, il y en a qui vont me dire, oui, mais c'est pas une carte faite pour jouer, Aurélien. Oui, mais je suis désolé, v'là quelques générations, ou même pas si longtemps, toutes les cartes Titan ont été nerfées pour qu'au final, elles n'offrent aucun avantage par rapport à une carte normale, à part le fait qu'elle était juste plus puissante pour les jeux vidéo. Donc c'est Nvidia qui a créé ce statu quo, je tiens à le préciser, ce statu quo de une Titan c'est fait pour jouer, vu que c'est nerfé et on peut pas l'utiliser comme une quadro normale. Donc ouais. Après, je ne sais pas à quel point celle-là est nerfée. Je vais être très honnête, je ne sais pas du tout. Peut-être qu'elle est moins nerfée. Il n'y a pas encore vraiment de tests qui ont été faits. Jace2Sense a indiqué qu'il voudrait justement faire une vidéo spéciale où il teste justement toutes les fonctionnalités professionnelles de la carte. Donc, personnellement, j'attends de voir. Ok, je vous en parlerai certainement dans une prochaine news, dans un prochain Texama Show, en mode, hey, est-ce que du coup ça valait la peine? Est-ce que ça vaut la peine par rapport à une quadro ou autre chose? Pour information, ça se rapproche quand même sacrément du prix d'une quadro. Hein. Mais est-ce que ça vaudra la peine? Dans tous les cas, pour les jeux vidéo, non. Juste n'achetez jamais cette carte pour les jeux vidéo. Pour le prix de cette carte, vous pouvez avoir deux 2080 Ti et avoir des juste meilleures performances dans les jeux qui supportent le SLI. Donc ouais, plutôt décevant, même si on s'y attendait. Et aussi, Jace2Sense, pour information, c'est un peu excusé parce qu'il avait dit à la sortie de la 2080 Ti que finalement c'était juste une Titan, un peu en quelque sorte spirituellement, et qu'il n'y aurait plus de Titan. Et finalement, voilà, on s'y retrouve, donc ouais. Autre news. Nvidia préparerait une GTX 1160. C'est une rumeur. Alors, il y a aussi une rumeur d'une RTX 2060. Alors, la raison pour l'existence d'une possible 1060, c'est que les fonctionnalités RTX sont très intéressantes, mais même sur une 2080 Ti, vous ne pouvez pas jouer non plus comme un malade. Donc, une RTX 2060, si elle existait, elle n'aurait pas beaucoup d'intérêt, parce que quoi, vous pourriez jouer en 720p à 60 fps?
pas beaucoup de gens seraient prêts à sacrifier autant de qualité juste pour avoir du ray tracing. Surtout qu'il y a des fonctionnalités qui marchent très bien pour faire du pseudo ray tracing. Donc, il y a un point valide, c'est que peut-être que Nvidia préparait une GTX normale. Parce que GTX, c'est juste genre, c'est l'ancienne marque, évidemment, et ça indique juste que c'est une carte graphique, quoi. RTX, ça indique plutôt genre qu'il y a le ray tracing. Donc c'est pour ça qu'on aura la distinction. Du coup, cette 1060 aurait la même architecture qu'une 2080 ou autre chose, mais n'aurait pas tout ce qui est les RT Core, tout simplement, enfin les cœurs spécialisés pour le ray tracing. Ils seraient enlevés, tout simplement, et il y aurait juste le pur GPU en mode juste calcul graphique classique, quoi. Intéressant, à voir ce que ça donne, à voir au prix que ça sort. Il y a un argument qui peut être fait que... Enfin, Nvidia a un peu justifié que le prix des RTX était cher parce qu'il y avait tous les trucs pour le ray tracing, donc ça veut dire que cette carte, normalement, devrait être moins chère, en toute logique. Après, évidemment, c'est Nvidia, donc à mon avis, ils vont le mettre plus cher quand même. Et voilà, on n'aura pas trop le choix de toute manière. Mais ouais, je suis intéressé personnellement, mais j'attends de voir le prix et les performances, et on verra bien ce que ça donnera. Ensuite, petite news au niveau de tout ce qui est mémoire flash. Alors, Cocottland, qui est un site que je suis pas mal, il surveille beaucoup les prix de tout ce qui est hardware et tout ça. Et il voit, déjà, bon, c'est en partie aussi par rapport à des news qu'on a sur le marché, mais aussi par rapport à une tendance qui se fait, c'est que les SSD coûtent de moins en moins cher. Je pense que vous l'avez déjà vu. Vous avez par exemple des SSD maintenant 500 Go qui passent sous la barre des 100 euros. Vous avez des SSD 240 Go qui coûtent à peine 50 euros. Et ça, c'est génial, c'est franchement génial. C'est quelque chose qui n'était pas arrivé depuis un moment parce qu'il y avait eu un problème. Enfin, non, soyons honnêtes. Il y avait eu une mise en accord de toutes les boîtes qui font de la mémoire pour en gros augmenter le prix des SSD ou plutôt le garder à un certain stade. Finalement, on repart dans un bon sens, ça diminue, donc peut-être que l'année prochaine, on pourra avoir encore plus de stockage pour moins cher, et ça, c'est plutôt cool. J'aime plutôt ça. Par exemple, vous voyez, ouais, en moyenne, un SSD 250 Go coûte 35 euros même. Un 500 Go, 75 euros. Bon, je pense qu'ils partent du principe dans le bas de gamme ici. Enfin, bas de gamme, pas vraiment totalement bas de gamme. Un Tera, 130 euros. Alors, on parle que de SSD en SATA, évidemment, pas de SSD NVMe, parce qu'eux, ils coûtent un peu plus cher. Après, honnêtement, prenez plus... Enfin, vous voyez, un SSD NVMe 500 Go, c'est 140 euros. Pour 130 euros, vous avez 1 Tera. Prenez-le 1 Tera. Même s'il est moins rapide, prenez-le 1 Tera. Croyez-moi. J'ai des SSD NVMe, je suis passé d'un SSD SATA classique. Je vois zéro différence. Et pourtant, j'utilise genre Adobe Premiere, qui est un programme professionnel et tout ça. Zéro différence. Donc, croyez-moi, pour monsieur tout le monde, pour juste si vous chargez des jeux et tout ça, prenez le SSD d'1 Tera, vous aurez plus de stockage. Mais dans tous les cas, les prix diminuent, donc ça c'est plutôt cool. Et enfin une dernière news avant de passer à notre rubrique de la semaine habituelle, donc lire les commentaires. Windows va sortir un mode sandbox qu'ils avaient déjà annoncé par le passé dans une des prochaines versions de Windows. D'ailleurs, la mise à jour Windows d'octobre, toujours des problèmes, hein. Elle a un peu du mal à venir. Moi, je l'ai toujours pas sur le PC, c'est pour dire. Il y avait aussi une petite news controverse comme quoi, quand vous recherchez manuellement, je dis bien manuellement, genre vous cliquez sur le bouton rechercher les mises à jour, Windows vous envoyait des mises à jour d'essai, en fait. Genre, pas des mises à jour faites pour le grand public, plus des mises à jour faites pour ceux qui ont accepté de recevoir des bêtas et tout ça. Donc c'était un peu surprenant, mais voilà, c'était une petite polémique là-dessus. Dans tous les cas, le mode sandbox de Windows permettrait d'avoir une machine virtuelle Windows, vous voyez, c'est genre Windows dans Windows, qui du coup vous permettra de tester des trucs dedans, ça peut être pratique, ou juste vous êtes en mode comment dire, je dois télécharger ce programme, mais il est un peu louche. Utilisons la machine virtuelle, vous pourriez faire ça, donc ça c'est plutôt cool. Mais ce qui est vraiment bien avec, c'est parce qu'il y en a qui vont me dire, ouais, bon, Aurélien, je veux dire, je peux utiliser VirtualBox maintenant, ça marche. Ouais, mais ce qui est intéressant, c'est que déjà, ça ne requerrait presque aucun download. Enfin, ça ne requerrait même pas de télécharger quelque chose parce que il utiliserait tout simplement les fichiers Windows que vous avez sur votre machine. Et en plus, il ne les dupliquerait pas. Il utiliserait vraiment les fichiers de votre Windows. Alors, il les utiliserait pas en mode
et lecture-écriture, évidemment, parce que imaginez si votre machine virtuelle fait quelque chose et qu'elle est écrite sur vos fichiers Windows de votre machine principale. Non, non, non. Là, c'est plus genre, ça marche en read-only pour certains fichiers, ou ça utilise une copie tout simplement pour ceux qui ne peuvent pas être en read-only. On voit d'ailleurs un petit peu comment leur système de file, leur système dynamique marche, et c'est plutôt intéressant, franchement. Donc ça permettrait en gros d'avoir une machine virtuelle sans vraiment devoir installer vraiment un full Windows sur cette machine virtuelle, ce qui prend de l'espace et tout ça, et qui requiert de télécharger l'ISO de Windows et tout ça, donc c'est plutôt intéressant. Vous pouvez d'ailleurs déjà y accéder si vous avez une build Insider, pour information. Il faut la build 18305 pour information, et il y a une option à les cocher. Il vous faut aussi un processeur qui supporte... alors il vous faut, voilà, processeur 64 bits, au moins 4 Go de RAM, 8 recommandé, 1 Go d'espace sur votre disque dur, il recommande un SSD. Donc vous voyez que là, ça utilise beaucoup moins d'espace disque, ça c'est plutôt cool, parce qu'une machine virtuelle classique, vous faudrait au minimum 8 Go à mon avis pour faire fonctionner. Et ils disent au moins 2 cœurs CPU avec 4 cœurs avec hyper-threading recommandé. Voilà. Donc pour ceux qui voudraient le tester, c'est déjà testable si vous prenez une build Insider, quoi. Et c'est évidemment que disponible sur les versions Pro de Windows. Ça, je l'ai oublié aussi de le dire parce qu'évidemment, c'est une fonctionnalité Pro, ce qui semble logique. Mais moi, ça m'étonne pas trop. Donc voilà, juste un petit truc genre plutôt sympathique. Je viens de me rendre compte que j'avais oublié de relancer l'enregistrement sur la caméra, c'est pas grave. On en arrive à la dernière rubrique du coup, et il y a une pub, c'est génial. On parle un petit peu des commentaires, donc ma foi, vous n'aurez pas ma tête avant. J'espère que j'aurai pas trop manqué. En réalité, non, ça devrait aller. J'ai dû à peine manquer un petit peu de trucs avec ma tête, pas grave. Au niveau de... Premièrement, il y avait Steam, et quelqu'un dit justement que Steam doit rester fort au niveau de tout ce qu'ils font au niveau du gaming sur Linux. D'accord et pas d'accord. Alors, je suis d'accord sur le fait qu'ils doivent rester forts parce qu'ils font des trucs très intéressants sur Linux. Si vous ne savez pas, en gros, ils ont repris Wine. Wine est un truc qui permet de faire tourner des applications Windows sur Linux. Certains l'utilisaient déjà pour jouer à des jeux vidéo, mais ça buguait, ok, c'était pas totalement parfait. Là, ils l'ont intégré à Steam, c'est Steam Play, il me semble, c'est ça, oui. Et si vous avez Steam sur Linux, maintenant, vous pouvez jouer à plus de jeux Windows qui ont été... Au final, ils sont pas portés pour Linux, hein. Ils sont plutôt genre... Ils fonctionnent grâce à ce Wine modifié et ils supportent les jeux l'un après l'autre. Ils font des petites modifications pour que le jeu tourne correctement, quoi. Et vous commencez à avoir beaucoup de jeux dessus. Il y a par exemple The Witcher 3, tourne sous Linux grâce à ça. Ça veut pas dire qu'il a été update ou autre chose pour tourner sur Linux. Ça veut dire non, ils ont utilisé quelque chose derrière pour que ça tourne à peu près bien. Alors évidemment, c'est pas parfait, ça va coûter un peu de performance. Mais ça vous quand même permet de jouer sous Linux. Surtout si vous jouez pas tout le temps, que vous êtes juste une fois de temps en temps vous jouez, que vous n'avez pas envie de redémarrer, vous avez un dual boot avec Windows, vous n'avez pas envie de faire ça. Ou alors même si vous jouez souvent, mais que vous voulez quand même avoir tout le temps une Linux pour faire tout ce qui est surfer sur le web et tout ça, ça peut être vraiment bien. Donc pour ceux qui ont Linux et qui ne connaisseraient pas, n'hésitez pas à tester. Il me semble qu'il suffit juste d'installer Steam et puis il y a une option sur le Steam sous Linux pour installer tout ça. Je sais plus exactement comment ça marchait, mais je ferai certainement une vidéo parce que c'est vraiment intéressant. Je vois aussi qu'il y avait quelqu'un qui disait « Faut pas oublier qu'ITEL est financé par Riot Games ». Ça va pas vraiment dans ce sens-là. C'est plutôt ITEL, les développeurs d'ITEL, ont fait une levée de fonds. Une levée de fonds, c'est que vous êtes en mode « Hey, on a ce projet, est-ce qu'il y a des gens qui veulent investir ?» Riot Games est arrivé ensuite. Ils ont vu le projet, ils se sont dit « On veut investir dedans ». Ça veut dire que Riot Games ne dirige pas vraiment... ITEL. C'est-à-dire que si Riot Games est en mode hey, rajoutez un personnage de League of Legends dedans, les mecs de ITEL peuvent être en mode nope, non, on fera pas ça. Donc ça, je tiens à le préciser. Mais par contre, ça veut dire aussi que si Riot Games investit dans ITEL, c'est qu'ils voient du potentiel. Parce que vous imaginez Riot Games qui est en mode juste investissez dans tous les trucs qui pop par-ci par-là. Non, ils investissent vraiment dans des trucs qui les intéressent eux. Donc, plutôt intéressant, personnellement, je trouve. Et il n'y a pas d'inquiétude sur le fait que si vous n'aimez pas Riot Games, même s'ils ne font pas non plus des trucs trop... Enfin, je veux dire, si vous n'aimez pas League of Legends, ok, mais c'est pas de la faute de Riot Games, quoi. C'est un jeu qui est fait pour être comme ça, point. Donc, ça peut quand même être intéressant pour vous. Et quoi qu'il arrive, il n'influence pas vraiment le développement de ITEL. À part peut-être qu'ils vont peut-être les pousser un petit peu plus vers le compétitif ou autre chose, mais ça, c'est pas une mauvaise chose. Il y avait encore une fois quelqu'un justement qui parlait d'Epic Games.
et justement, j'en reviens avec le sujet Steam. Steam, j'aime bien ce qu'ils font sous Linux, mais selon moi, il faut de la concurrence. Il faut de la concurrence parce que ça permet d'avoir des meilleurs prix, parce que Steam prend 30% des ventes. Et vous allez me dire, mais il y avait déjà de la concurrence, il y avait Uplay, il y avait Origin. Non, pas vraiment. Enfin, je veux dire, Origin, vous avez principalement les jeux qui sont en partenariat avec EA, et Uplay, vous avez principalement les jeux qui sont faits avec Ubisoft, quoi. Ou les petits studios qui sont en rapport avec Ubisoft. Du coup, c'est pas un vrai concurrent, c'est plus genre un autre truc. Epic Games, là, ils sont clairement en mode, hey, venez vendre votre jeu sur notre plateforme. Ils sont pas en mode, hey, on va vous aider à le développer. Non, ils sont en mode, hey, venez vendre votre jeu sur notre plateforme. Et encore, en réalité, s'ils aident un petit peu à développer parce qu'ils offrent des outils, par exemple, de crossplay qu'ils ont utilisés sur Fortnite, donc qui vous permettent de jouer entre une PS4, une Xbox. Bon, il me semble qu'un PS4 ne peut toujours pas jouer, il me semble, je suis même plus sûr. Mais entre une Xbox et un PC ou des trucs dans le genre, vous pouvez jouer ensemble ou avec une Switch, par exemple. Et c'est grâce à leur technologie qu'ils ont développée eux-mêmes. Elles sont plutôt intéressantes. Il faut aussi ne pas oublier qu'Epic Games développait à l'époque le Epic Engine. Donc ils ont déjà un passé de développer des outils pour les développeurs. Vous voyez, développer des outils pour les développeurs de jeux vidéo et tout ça. Donc ça m'étonne pas. Et c'est une bonne chose parce qu'ils ont une bonne répartition. 10% seulement qu'ils prennent, c'est pas grand-chose. Hein. C'est plutôt intéressant. Et ça permet vraiment d'avoir plus de concurrence. Et ça, c'est une bonne chose. Après, évidemment, à voir si les gens vont plus prendre. Je suppose qu'avec des opérations comme offrir Subnautica gratuitement, ça devrait inciter les gens. Je pense que le problème, c'est pas que les gens n'ont pas envie d'utiliser l'Epic Launcher, c'est plus que ils ont la flemme. Mais si on leur dit, hey, jeu vidéo gratuit, ben alors là, les gens, ça outrepasse leur flemme. Vous voyez, ils sont en mode, ah, Subnautica gratuit, allez, je vais l'installer. Et puis après, une fois qu'ils l'ont installé, ils sont en mode, hey, c'est pas si mal en fait. Hey, il y a des jeux dessus. Et c'est là que ça va prendre, selon moi. Donc, ouais. Selon moi, c'est pas. Ça devrait prendre, mais on verra bien ce que ça donnera dans le futur. Il y avait aussi, au niveau justement de Huawei, qui espionne un petit peu. Alors évidemment, j'ai vu d'autres commentaires là-dessus. Évidemment, beaucoup de sociétés le font, hein, on va être très honnête. Il y a aussi, évidemment, j'en suis sûr et certain, et on est tous sûrs à peu près, qu'il y a certainement un peu de lobbying, que ça s'appelle. Donc il y a certaines grosses boîtes, peut-être Samsung, peut-être Apple, qui vont voir des amis bien placés, hein, et qui leur font « Hey, tu veux pas juste dire que Huawei est méchant, là ?» Ou alors t'intéresser un petit peu plus à Huawei, regarder un petit peu ce qu'ils font, là, alors qu'eux-mêmes font la même chose, vous voyez. C'est un peu genre pointer du doigt pour faire en sorte que l'autre paraisse mauvais, genre mauvais et pas bien et tout ça. Et puis après, toi, au final, tu fais la même chose, mais tu empêches l'autre, ton concurrent, de vendre des téléphones ou autre chose. Ce qui est compréhensible que certaines marques ont peur parce que si vous avez vu la montée de Huawei en puissance, vous auriez de bonnes raisons d'avoir peur d'eux, hein, rien que pour ça. Mais bon, ça ne change rien au fait que quand même il y a selon moi des problèmes. Mais il y a des problèmes avec n'importe quel téléphone et comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, si vous voulez vraiment la meilleure sécurité, juste genre utilisez des téléphones qui ont été faits pour la sécurité. Ils sont pas très bons. C'est pas genre le dernier iPhone hyper puissant ou autre chose, mais ils seront vraiment sécurisés. Ou alors, utilisez peut-être, si vous travaillez chez Samsung, oui, utilisez un Samsung, là, parfois, vous êtes espionné par Samsung, pour Samsung, enfin, je veux dire, là, il n'y a plus de problème. Éventuellement, encore une fois, comme j'avais dit, les iPhones ne sont pas si mal, en quelque sorte. Pour la plupart des gens, ils sont pas si mal. Genre, si vous travaillez juste dans une société plutôt classique, qui a quand même quelques secrets ou autre chose, enfin, qui a quand même un intérêt à protéger ses données, ça peut encore aller. Par contre, évidemment, si vous travaillez pour un gouvernement ou autre chose, là, il faut sortir de la case des téléphones vendus du grand public. Pour information, les présidents américains ont des téléphones spéciaux qui sont ultra sécurisés, où littéralement tout ce qui passe par internet est genre vraiment contrôlé minutieusement et ça passe par certains trucs, genre c'est vraiment blindé quoi d'un point de vue sécurité. Donc si vous travaillez dans le gouvernement, il faut ce genre de truc quoi qu'il arrive. Mais bon, faites quand même un petit peu je dirais juste, si vous travaillez dans une position importante ou dans un milieu important avec pas mal de secrets de données, faites juste attention avec votre téléphone, c'est tout ce que je dirais, avec des marques, même pas mal de marques en réalité, que ce soit Huawei, Samsung,
Beaucoup de marques pas chères, bien souvent, collectent pas mal de données pour justement compenser le fait qu'elles sont pas chères. Donc juste faites un petit peu attention. Un peu de bon sens ne fait jamais de mal, selon moi, et juste essayez de faire attention. Aussi, le meilleur, c'est tout simplement de ne pas avoir un smartphone, juste d'avoir un téléphone. Ça marche très bien. Ok, vous aurez pas tout. Ben, je veux dire, si vous êtes au travail, vous n'avez pas besoin de votre smartphone, vous avez juste besoin d'appeler, envoyer des SMS. Donc, vous pouvez utiliser un téléphone classique, et puis dès que vous sortez du boulot, vous sortez votre smartphone, vous l'allumez parce qu'il était éteint, et vous l'utilisez à ce moment-là. Je ne vois aucun problème personnellement derrière utiliser cette technique. Donc, ouais. Il y avait plein de commentaires évidemment par rapport à d'autres trucs, par rapport à du monopole et tout ça. Il y a aussi des gens par rapport justement à la reconnaissance faciale, évidemment. Pas beaucoup de gens sont plutôt chauds. Je suis un petit peu du même avis, mais c'est une bataille perdue, on va être très honnête. Ils justifieront toujours de pouvoir utiliser ce genre de technique. C'est toujours... C'est la même excuse à chaque fois. On nous dira, hey, on utilise cette technologie pour arrêter les criminels. Et puis, les gens vont être en mode, c'est cool d'arrêter les criminels, mais ça, c'est un peu mauvais pour notre vie privée, non? Et puis, le gouvernement, basiquement, va être en mode, oh, vous ne voulez pas arrêter les criminels? Vous êtes vraiment, genre, c'est honteux. Et puis, ils vont pointer du doigt et ils vont dire aux autres en mode, vous avez vu ce mec-là, il est pour laisser les criminels en liberté. C'est un problème moral. C'est quand vous êtes contre quelque chose qui a un aspect positif, vos détracteurs vont juste utiliser cet aspect positif et utiliser un argument moral en mode hey, il veut pas arrêter les criminels, c'est vraiment honteux quoi. Juste sacrifier un petit peu de ta vie privée pour arrêter des criminels, et tu veux pas faire ça. Donc c'est basiquement le truc qui arrive à chaque fois. Donc ouais, c'est une bataille un peu perdue d'avance, je le dis très honnêtement. Mais bon, voilà. Ou alors vous faites comme moi, vous habitez en campagne et là il y a aucune caméra, genre aucune. Même pas du tout, genre littéralement aucune. Bien que les voitures intelligentes enfin les voitures autonomes ont de plus en plus de caméras, donc voilà, juste, yep, notre futur où on sera espionné de tous les côtés. Donc ça va être génial. Dans tous les cas, on va rester là pour cet épisode du Texama Show. J'espère que vous avez bien apprécié. N'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. On se retrouvera pour un prochain Texama Show la semaine prochaine. Et aussi d'ici, en attendant là, joyeux Noël ou joyeuses fêtes, peu importe ce que vous fêtez. On se retrouvera de toute façon avant la nouvelle année. Et je pourrai vous faire la magnifique blague que je prépare à chaque année. Genre, ça va être génial. Bon, allez, salut à tous!